Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de montrer comment installer VirtualBox pour pouvoir installer une machine virtuelle Linux sur un ordinateur Windows pour pouvoir tester Linux ou d'autres intérêts, par exemple naviguer sur un site qu'on a reçu en lien qui nous paraît louche. On peut utiliser cette machine virtuelle Linux pour aller voir ce site sans risquer d'attraper des virus sur notre Windows. Et si jamais la machine virtuelle attrape un virus, on a juste à la réinstaller euh, en suivant les mêmes étapes que pour le tuto. La première étape, ça va être de configurer votre carte mère pour autoriser la virtualisation. Alors pour ça, euh, ça dépend de la carte mère, donc je ne vais pas faire de tuto par rapport à ça, mais il faut chercher avec les mots-clés VT-X si vous êtes avec un processeur Intel ou AMD-V si vous êtes avec un processeur AMD ou tout simplement machine virtuelle suivi du nom de votre ordinateur ou de votre carte mère et vous trouverez plein de tutos qui vous expliquent comment activer les paramètres de virtualisation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut aller sous Windows, télécharger l'installateur de VirtualBox et l'installateur nous s'ouvre avec cette fenêtre-là. On a la fenêtre pour VirtualBox, on a la fenêtre pour l'installation, on fait suivant sur la première étape, et on a ici plein de paramètres sur les éléments qu'on peut installer. Tous ces paramètres m'ont l'air corrects, je l'installe sur mon disque système, on peut changer si on le souhaite. Je ne veux pas de raccourci sur le bureau ni dans la barre de lancement rapide. Menu démarrer, association de fichiers, ça me convient. On fait suivant. Donc ici, j'ai une fenêtre qui me dit que si je continue, ça va couper le réseau. Donc il faut faire attention si on n'a rien qu'on ait rien qui tourne, qui utilise le réseau actuellement. Par exemple, il vaut mieux éviter de le faire pendant un cours en visio. Mais voilà, je veux l'installer, donc je vais faire oui. Et je lance l'installation. Petite pop-up qui s'ouvre, je dis oui. Il fait l'installation, j'ai des trucs qui clignotent un peu partout. Et je lui dis après l'installation, démarrer Oracle VirtualBox. Donc quand on lance VirtualBox, on a cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, elle est un peu vide, mais je vais l'agrandir, parce qu'on va la remplir rapidement avec une nouvelle machine virtuelle. On lui donne un nom, je l'appelle Fedora, parce que c'est la distribution Linux que je vais utiliser pour ce tuto. Type Linux version Fedora 64 bits, ça nous sert à avoir un joli logo ici. Donc le logo bleu de Fedora avec le 64. Dans mon dossier perso, ça va bien. Alors, en quantité de mémoire, je vais lui mettre 2048 mégabits, donc 2 Go de RAM. J'ai vu que avec 1 Go, l'installation pouvait être un peu juste. 2 Go, on devrait être pas mal. J'ai 32 Go, donc en fait sur ma machine, personnellement, je pourrais me permettre de mettre 8 Go et il n'y aurait aucun problème. Je me limite à 2 Go pour que ces tutos et les tutos suivants en utilisant cette machine virtuelle puissent être faits sur un maximum de machines possibles. Si vous avez que 4 Go de RAM sur votre machine, donner 2 Go à la machine virtuelle, c'est peut-être beaucoup. Ça peut ralentir pas mal votre système. Dans ce cas-là, je vous conseille de fermer tout le reste quand vous lancez la machine virtuelle. Ça peut être un peu contraignant, mais vous pourrez voir après dans la suite votre machine virtuelle combien de mémoire elle consomme et éventuellement diminuer cette quantité de mémoire si jamais c'est trop ou l'augmenter si c'est pas assez et que vous vous rendez compte que votre système hôte, donc votre Windows fonctionne bien et a de la RAM en RAB, mais que le Linux lui manque un peu de RAM. Voilà, vous pourrez jauger par la suite, ça peut se changer. Je mets 2 Go pour cette installation, mais on pourra éventuellement changer plus tard. Pour le disque dur virtuel, donc notre machine va avoir besoin d'un disque dur. Comme on est sur une machine virtuelle, on a un disque dur virtuel. Donc ce disque dur sera en fait juste un fichier sur notre machine hôte. Donc j'ai besoin d'un disque dur virtuel, je n'en ai pas, donc je vais le créer. Le type, je laisse le type par défaut. Je prends une taille dynamiquement allouée, c'est-à-dire que mon disque dur virtuel aura une certaine taille pour ma machine
virtuelle. Mais sur ma machine hot, la quantité de mémoire utilisée, ça sera seulement la quantité de mémoire. La quantité de mémoire utilisée sur mon disque dur sera uniquement la quantité de mémoire réellement utilisée par ma machine virtuelle. Si je fais un fichier de taille fixe, que je donne un disque dur de 8 Go, il va m'utiliser 8 Go sur mon disque dur. Dès le début, il m'utilisera 8 Go, peu importe la quantité de données qui sont dedans. Ça peut permettre d'être sûr d'avoir toujours la place pour le disque de notre machine virtuelle, mais ça prend plus de place sur le disque de notre machine hot. Dynamiquement alloué, si je dis 8 Go, et que après mon installation, Linux utilise que 2 Go de disque, mon fichier fera 2 Go. Donc je mets dynamiquement pour ça. Je vais mettre 20 Go. Je vais le taper parce que ça sera plus simple. Et alors il me laisse jusqu'à 2 Tera, mais j'ai pas 2 Tera sur ce disque-là. Par contre, sur mon deuxième disque, j'ai 2 Tera. Donc sur mon deuxième disque, j'ai un dossier machine virtuelle pour ranger un peu tout ça. Et j'enregistre ça là-dessus et je mets 20 Go. Parce que d'expérience, une machine Linux, si on veut s'en servir un peu, 20 Go, on est plus à l'aise. Ma machine Linux que j'utilise principalement, donc plus que le Windows que j'ai là, j'ai 2 machines que j'utilise principalement, ce Windows et le Linux. Mon Linux, j'ai 30 Go d'utiliser sur ma partition principale. Donc sur la partition juste pour les programmes, j'ai 30 Go d'utiliser. Mais je prends de la place, c'est un Linux que j'utilise tous les jours. Là, c'est pour des tests, 20 Go, ça devrait être suffisant. Encore une fois, on pourra l'augmenter ou même réinstaller une machine virtuelle si on le souhaite. Maintenant qu'on a fait ça, on va démarrer notre machine. Donc on clique sur démarrer. Et là, on a la prévisualisation qui nous montre qu'il n'y a rien. On a 2 pop-up qui s'ouvrent. Je ne peux en ramener qu'une seule sur cet écran, l'autre est sur mon deuxième écran. On nous demande de choisir un disque de démarrage. Alors là, il me suggère déjà le bon disque parce que j'ai déjà fait ce qu'il faut pour avoir le disque. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas, on clique sur le petit dossier avec la flèche. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Et on fait ajouter. On prend le fichier ISO. Donc je veux Fedora KDE. J'avais fait un premier test avec Fedora Workstation. Je suis vraiment pas à l'aise avec GNOME, donc j'utilise KDE. Si vous comprenez pas ce qu'est GNOME et ce qu'est KDE, on s'en fiche pour l'instant. Personnellement, j'utilise KDE et je recommande KDE. Donc ce tuto sera fait avec KDE, donc Fedora KDE Live plutôt que Fedora Workstation Live. À noter que Fedora par défaut, donc KDE ou GNOME, c'est le bureau, c'est la manière dont les fenêtres vont être agencées, la manière dont l'utilisation du système principal sera. Fedora contribue au développement de GNOME, donc pour eux c'est le principal, c'est GNOME. KDE est un peu indépendant. Une fois qu'on a lancé, on a mis le CD, voilà, je peux récupérer la petite fenêtre, on a la prévisualisation ici. Je vais l'agrandir. Et là, si je clique dedans, il me propose de capturer mon clavier et ma souris. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront contraints, je pourrais les utiliser dans mon système de ma machine virtuelle, mais uniquement dans ma machine virtuelle, ils seront bloqués. Et il nous met un petit message ici que si on veut en sortir, il faut appuyer sur la touche CTRL de droite. Donc, sur mon clavier, c'est la touche ici, tout à droite sur la ligne du bas, avec écrit CTRL dessus. Vu que j'ai l'habitude de VirtualBox et que je me suis déjà pris la tête un bon paquet de fois à plus me rappeler quelle était la touche Hot, je coche ne plus afficher ce message parce que je le connais et je clique sur capturer. Pendant que je fais cette explication, il a lancé un test. J'ai appuyé sur échappe pour qu'il l'annule. Je m'en fiche du test, ça va juste prendre du temps. On peut voir qu'en bas, il indique right control, donc contrôle de droite, pour nous rappeler notre touche hot.
quand on le démarre, on a cet affichage-là, donc c'est un affichage relativement standard de KDE, et on a un raccourci sur le milieu Install to Hard Drive. Je vais d'abord cliquer sur cette petite icône qui dit System Settings. Hop, je clique dessus. J'attends un petit peu et ça me charge les paramètres système. Je clique. Ok, il n'avait pas fini de démarrer, je suis allé plus vite que lui. Donc il me démarre automatiquement l'installation du système. Je clique sur la petite flèche vers le haut, Maximize, pour le mettre en plein écran. Et je vais descendre ici sur Display and Monitor, Display Configuration, Resolution, donc paramètres de l'écran, puis la résolution de l'écran. Je vais mettre 1920 par 1200. Donc j'ai un écran qui est en 2560 par 1440, donc 2560 colonnes et 1040 lignes. Ici, c'est 1920 colonnes et 1200 lignes. Donc, quand je fais appliquer, on voit que ça prend un peu plus de place, mais ça reste plus petit que mon écran. Donc ça me va bien. Voilà. J'ai pas. C'est plus gênant d'avoir un écran de machine virtuelle plus grand que l'écran de la machine haute que le contraire. Parce que dans ce cas, on aura des barres éventuellement pour balader, c'est pas pratique. Je ferme cette fenêtre maintenant et j'arrive sur les paramètres de l'installation. Donc là, on rentre dans le cœur, dans l'installation. Pour l'installation, je vais cliquer sur Français, Français de France, et la langue qu'on va avoir, et automatiquement, il passe sur la nouvelle langue. Le clavier, je laisse en clavier. Alors, non. Le clavier, j'utilise personnellement le clavier. Bepo, voilà, qui est un clavier ergonomique français. Alors, je ne crois pas utiliser la version normalisée par la FNOR, puisque la FNOR a normalisé il y a quelques années 2 versions de clavier français, une version AZERTY et une version Bepo. La version AZERTY n'étant pas l'AZERTY habituel, c'est-à-dire que la disposition de touches que j'ai là sur mon clavier commun, classique, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, j'en doute. Mais la disposition que j'ai sur mon clavier AZERTY classique, c'est pas la version de la norme. La norme est arrivée bien plus tard que ces claviers-là, donc elle est un peu différente. Je prends le Bepo par défaut, pas le Bepo AFNOR, parce que je ne sais pas à quoi ressemble le Bepo AFNOR. Et j'enlève le français variante, je garde que le français Bepo, parce que c'est une machine virtuelle que je serai le seul à utiliser. Si vous voulez utiliser d'autres claviers, plusieurs claviers, vous pouvez les mettre. Et avec les flèches en bas, vous pouvez choisir, mettre dans l'ordre quel est le clavier en premier, quel est le clavier en second. Et une fois que c'est fait, en haut à gauche, on a un bouton fait. Je clique sur le bouton fait. Fuseau horaire, je change, je vois que c'est Amérique. Donc je clique, je veux Europe, ville, Paris. Voilà. Ça c'est bon. Fait. Il faut que je gère la configuration de mon stockage. Je veux utiliser ce disque-là en mode automatique. Je m'en fiche de chiffrer mes données pour cette machine-là. Si on veut chiffrer les données, on coche la case. Et ça nous donne plus tard, on peut entrer un mot de passe qui nous permet d'avoir les données du disque qui sont chiffrées. Voilà. Et je clique sur fait. Il va tout me faire en automatique. Je me prends pas la tête. Alors pourquoi je me prends pas la tête ici sur mes disques? C'est parce que c'est une machine virtuelle. Je ferai peut-être un tuto un jour sur comment installer un Linux de plus pérenne et donc avec un partitionnement plus intéressant. Ici, c'est pas le point. Donc on laisse le partitionnement automatique et on verra ce que nous donne le partitionnement automatique. Ça sera peut-être quelque chose de très bien. On nous demande le mot de passe du compte route. Voilà, on met un mot de passe.
Alors, permettre les connexions SSH avec mot de passe, ça, jamais le faire pour le compte route. Le verrouiller, c'est pour qu'on ne puisse pas l'utiliser. Je crois bien qu'on ne puisse pas se connecter avec le compte route. Je le fais pas. On s'en fiche un peu de la sécurité sur cette machine. C'est une machine pour faire des tests. On se prend pas trop la tête avec. Ah, non, mon mot de passe est trop court. Donc, je peux pas dire fait. Non? Ok, j'ai dit fait. Ah, ok, il faut que je clique 2 fois. Voilà, vous avez le message en bas. J'avais pas vu le message en bas, j'ai le micro qui me cachait le message. Cliquez une deuxième fois sur fait pour lui dire t'inquiète, je sais que le mot de passe est trop simple, mais vas-y, laisse-moi passer quand même. Alors, mon utilisateur, nom et prénom, je vais juste l'appeler Zonenblum. Je vais être administrateur et je veux un mot de passe pour ce compte. Alors, vous pouvez vous douter, vous, la longueur, que c'est le même mot de passe que pour le compte route. C'est une machine virtuelle pour faire des tests. Je m'en fous. J'ai mis un mot de passe qui est les 5 premières lettres de mon clavier. Donc, Azert, si on était sur un clavier Azerty, moi c'est Bepoe, parce que c'est un clavier Bepo. Je m'en fiche, c'est pas une machine sur laquelle je vais faire des trucs importants. Je vais pas avoir de données personnelles sur cette machine, je vais juste m'en servir pour faire des tests. Des trucs très basiques, des trucs très simples. Éventuellement, si à certains moments j'ai des liens vers des sites qui me paraissent louches, je les lancerai dans cette machine-là plutôt que de les lancer sur mon Windows parce que le Windows est plus facilement soumis à des problèmes de sécurité. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur commencer l'installation et là, l'installation se fait. Il faut juste attendre. C'est relativement rapide, il faut être un peu patient quand même. Et donc, je termine l'installation, il va redémarrer mon système. Et on va démarrer ce coup-ci sur Fedora, installé sur notre machine. Et on va pouvoir se connecter avec notre utilisateur. Apparemment, il me dit que je dois redémarrer tout seul. J'ai pas bien lu le message. Alors ça, forcément, du coup, les gens qui voient ça sur la vidéo auront lu le texte que j'ai pas lu. Et du coup, vous allez rager contre moi parce que j'ai mis 3 plombes à percuter que j'ai mal lu le texte. Mais donc, je l'ai éteint parce que l'habitude. Et donc, je démarre pour redémarrer. Et donc là, on voit qu'il me parle de Start Fedora KDE Live, Fedora KDE Live. C'est pas bon. Donc, je ferme. Éteindre la machine, ici. Ok, j'expliquerai plus tard ce qu'est enregistrer l'état de la machine. Je vais ici venir dans Configuration, Stockage. Et ici, ce CD, je vais cliquer là, sur le petit CD, et retirer le disque du lecteur virtuel. Ok, je démarre. Et ce coup-ci, normalement, ça devrait m'afficher un menu un peu différent. Voilà.
Donc là, j'ai mon clavier qui me permet de faire haut-bas avec les flèches du clavier. Je ne veux pas démarrer sur la version Rescue. La version Rescue, c'est si on a un problème et que la version normale ne fonctionne pas. Donc je vais sur la version normale, Fedora. Avec derrière, on a une version du noyau Linux. On s'en fiche pour l'instant. Juste, on reste sur la version qui est en haut. Si j'avais pas utilisé les flèches, il y a un compte à rebours qui était affiché normalement. Et au bout du compte à rebours, ça aurait démarré. Et si je fais entrer quand le compte à rebours est désactivé, ou même quand le compte à rebours est là, ça démarre de suite sur l'entrée qui est sélectionnée. Donc si on veut zapper le compte à rebours, démarrer plus vite, on appuie sur entrée, ça prend la valeur par défaut et ça démarre. On a un petit affichage sympathique avec un petit rond qui tourne pour nous cacher les infos sur ce qui est en train de démarrer. C'est plus joli esthétiquement. Donc, on en profite. Je ferme ces fenêtres-là, hop, parce que je connais à peu près ce que ça me raconte. Mais n'hésitez pas à les lire, c'est des infos importantes qu'ils mettent là. Et on attend que ça démarre. Hop, et là, on est sur la configuration initiale. On me rappelle que mon clavier, c'est du Fedora, s'il te plaît. Bon. J'ai mon écran de connexion, donc je tape mon mot de passe, entrée, et je me connecte. Et là, je devrais avoir la fenêtre qu'il a essayé de me montrer tout à l'heure. Donc un deuxième écran de chargement, le temps que le bureau se prépare derrière. Le premier chargement, la première fois que ça s'affiche, c'est le plus long parce qu'il doit créer des éléments, il doit créer des fichiers de configuration, donc il crée pas mal de choses. Donc c'est là où c'est le plus lent. Les autres fois, ça sera plus rapide que ça. Donc on a une information comme quoi la connexion filaire c'est bien faite. Je réouvre la configuration du système, puisque je n'avais fait la configuration que pour le donc affichage et écran, comme tout à l'heure, composition de l'affichage, et je viens sur ce 1901 par 1200. Appliquer, et j'ai mon affichage comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, la configuration que j'avais faite, c'était uniquement pour le temps de l'installation. Hop, et je peux fermer ma configuration ici. Ici, on a la Logitech qui nous permet éventuellement d'installer d'autres programmes et qui me dit ici qu'il y a des mises à jour de disponibles. Je vais lui laisser le temps de démarrer. Dolphin, qui est le gestionnaire de fichiers, j'ai cliqué dessus aussi, voilà. Hop. Donc comme l'explorateur sous Windows, Dolphin fait la même chose. Ici, on a Firefox, qui fonctionne de la même manière que sous Windows. Hop, et pendant que ça démarre, je vais cliquer ici pour avoir les mises à jour. Donc ma barre des tâches, pareil, c'est mes icônes. Même principe que sous Windows, juste la flèche est à droite au lieu d'être à gauche. Voilà. Ça va bien. Hop, Discover, il télécharge les mises à jour. Firefox se lance en arrière-plan. Là, vous pouvez voir, c'est exactement le même Firefox qu'on a sous Windows. Donc je referme Firefox. Hop, Discover, je clique sur la petite flèche vers le haut pour maximiser l'écran. Et là, ça rame. Voilà, ça commence à ramer. Firefox, hop, je viens ici. Donc je vais montrer, du coup, je vais en profiter que ça rame pour montrer l'équivalent du gestionnaire des tâches sous Fedora. Hop, quitter et fermer les onglets. Hop, fermer les onglets. Hop, donc je clique ici, c'est l'équivalent du menu démarrer. Et là, normalement, hop, surveillance du système. Je clique dessus. Et ça m'ouvre cette superbe fenêtre. Alors, c'est une version esthétiquement redesignée pour Fedora, j'imagine, parce que sur mon Linux qui n'est pas Fedora, j'ai un affichage un peu différent, mais ici on peut voir la quantité de mémoire, la quantité de disques et de processeurs. Hop. Sur l'historique, on a des courbes. Donc à gauche, c'est le plus récent et à droite le plus ancien, j'imagine. Donc mémoire, réseau, non, processeur en haut, mémoire au milieu, réseau en bas.
Là. La liste des applications qui sont démarrées, avec la quantité de ressources qu'elles utilisent. Donc on a à peu près toutes nos informations. Voilà, on peut reconfigurer un peu comme on le souhaite, tout ça. Et là, donc, si je reviens ici, il m'affiche mieux. Quantité de mémoire physique utilisée 1,4 Go, quantité de mémoire swap utilisée 800 mégas. Donc, ce que ça veut dire, la swap, c'est en fait quand la RAM, la mémoire, la mémoire de la machine, et on dépasse la quantité allouée. Donc, on avait alloué 2 Go pour ça. Quand on dépasse cette quantité-là, on va écrire temporairement sur le disque une partie de la mémoire qui n'est pas utilisée actuellement pour que les programmes qui ont besoin de la mémoire vive puissent continuer à l'utiliser. Et donc ici, visiblement, on a débordé d'environ 800 mégas. Donc, pour l'utilisation que j'en ai faite là, ça aurait peut-être été mieux d'avoir 3 ou 4 gigas donnés à la machine virtuelle. Voilà comment on sait s'il faut ajouter de la mémoire ou pas. Ben là, on monte encore en swap. C'est pas exact. La swap, ça peut être aussi juste décharger s'il y a quelque chose qui traîne en mémoire depuis trop longtemps, qui est en mémoire vive depuis trop longtemps, on le met sur le disque dur. Ça devrait pas être gênant si ça fait longtemps que ça tourne là. C'est que c'est pas trop utilisé. Donc je ferme la surveillance du système, je vous laisse l'explorer. Ici, on a les mises à jour du système. Je vous recommande, de suite après l'installation, il me dit qu'il a terminé de façon inattendue, mais non, c'était attendu, j'ai cliqué sur la croix. De suite après avoir installé, directement faire l'intégralité des mises à jour. Donc on lance, il télécharge tout ça, et ensuite redémarrer une nouvelle fois le système, et s'il ne fonctionne pas après avoir fait les mises à jour et le redémarrer, il y a un problème. Normalement, il devrait fonctionner, mais démarrer avec un système à jour. Là, il y a 309 mises à jour, mais dans une utilisation régulière, si on y va même une fois par mois faire des mises à jour, il y en aura beaucoup, beaucoup moins à faire. C'est là, en fait, entre la version sur le CD qu'on avait et la version actuelle des logiciels, il s'est passé beaucoup de choses potentiellement. Le CD est peut-être vieux de plusieurs mois, et donc il y a beaucoup de mises à jour à faire. J'arrête ce tuto ici. Les mises à jour se font normalement toutes seules. Il pose des questions, il faut juste lui répondre. Profitez-en pour faire des tests. C'est le but de cette machine virtuelle-là. Si elle est cassée, il suffit de la réinstaller. Ça prend 5 minutes. On prend un café. On peut faire ça même selon la machine que vous avez en parallèle d'autres choses. Et là, voilà, vous voyez, il me dit que il a fait une mise à jour, il a besoin d'un redémarrage. On redémarre et on repasse dans Discover, vérifier les mises à jour jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'il n'y a plus de mise à jour. Parfois, certaines mises à jour ont besoin d'un redémarrage du système pour pouvoir faire les mises à jour suivantes, un peu comme sous Windows. Et donc, il va falloir faire quelques redémarrages. Normalement, ça se limite à 1 ou 2. Mais voilà, faire toutes les mises à jour avant de s'en servir. Comme ça, s'il y a un problème sur les mises à jour, on n'a pas perdu de données, on n'a pas perdu d'avancement. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous lancer dans l'utilisation de GNU Linux et des machines virtuelles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit dans les commentaires, soit en passant sur le serveur Discord.